Sono sempre combattuti. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à IHT et RCFM pour suivre notre émission réalisée en collaboration avec Corse Matin. Il y a un an, quasiment jour pour jour, la France élisait Emmanuel Macron à la tête de l'État. Un président jeune qui promettait de réformer le pays en profondeur en se tenant à équidistance entre la gauche et la droite. En Corse et puis pour l'ensemble des territoires, il évoquait même un pacte girondin sans beaucoup plus de détails. Un an après, que reste-t-il de ces discours? Quel bilan peut-on faire de l'action de ce président, de sa pratique du pouvoir? Quel est l'impact en Corse de son mouvement En Marche créé sur mesure et à son unique profit? Toutes ces questions et bien d'autres concernant la politique territoriale, nous les poserons à notre invité du jour, qui est le représentant en Corse du mouvement La République En Marche, André de Caffarelli. André de Caffarelli, bonsoir. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue sur ce plateau. Vous serez interrogé par Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Jérôme Souzine de RCFM. Bonsoir à vous Jérôme. Bonsoir à tous. Alors je le disais il y a un instant, Emmanuel Macron a été élu il y a un an à la tête de l'État. Alors, un bilan que vous allez considérer très certainement comme positif, mais sans restriction aucune pour vous? Alors, si vous voulez, avant, j'aimerais me présenter, si vous permettez. Donc, d'abord, vous remercier. On vous connaît un peu, vous êtes déjà venu à Contraste. Oui, mais vous remercier effectivement de m'avoir réinvité, puisque j'étais là il y a un peu plus d'un an. J'étais déjà référent pour le mouvement au cours de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Alors, je voudrais donner quelques précisions. Je suis en Corse depuis une vingtaine d'années. Je suis médecin urgentiste, chef du service des urgences de Bastia depuis 4 ans et demi. Et puis entre ma vie privée et ma vie professionnelle, donc j'ai trouvé un espace pour un engagement citoyen. Et donc depuis octobre 2016, je suis référent pour le mouvement, à l'époque qui s'appelait le mouvement En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. J'ai été renouvelé dans ma fonction, le mouvement donc m'a renouvelé sa confiance en septembre 2017. Comme référent nommé pour 3 ans. Alors je vais peut-être vous préciser ce qu'est un référent, puis après je répondrai volontiers à votre question. Donc un référent n'est pas un élu, je ne suis pas élu. Je suis nommé par le Bureau national, c'est une activité bénévole et comme je vous le disais pour une durée de 3 ans et on peut être nommé 2 fois, pas plus. Alors le référent a plusieurs fonctions. Tout d'abord bien sûr c'est d'animer la vie du mouvement localement, donc de structurer le mouvement, et puis de faire vivre l'organisation à travers les comités et différentes réunions. Dans les autres fonctions, il y en a une qui est importante, bien sûr, c'est on nous donne délégation de parole au nom du délégué national Christophe Castaner, et donc c'est aussi à ce titre que je suis là aujourd'hui. Je vous remercie parce que ça va être l'occasion de faire un peu de pédagogie pour le mouvement, pour expliquer voilà, un petit peu à quoi sert le mouvement et où en est le mouvement en Corse. Mais j'ai aussi un autre rôle qui est d'essayer de repérer de nouveaux visages parce que, on l'a dit, on le redit, un des objectifs d'En Marche, c'est effectivement le renouveau en politique, et donc de repérer des gens qui sont souvent issus de la société civile, comme c'est mon cas d'ailleurs, et qui souhaitent s'investir à travers une action citoyenne pour faire la politique. Dans les dernières fonctions, si vous permettez, je voudrais terminer. Il y en a une qui est très importante. Mon rôle, c'est de défendre les valeurs du mouvement. Et donc, tout ce qui touche à la République En Marche en Corse, eh bien, j'interviens et puis je regarde si c'est effectivement dans la charte des valeurs du mouvement. Et ça, c'est une fonction très importante. Et c'est celle qui m'occupe le plus actuellement. Donc c'est un gros investissement. On va y revenir dans un moment. Alors, je reviens sur le bilan d'Emmanuel Macron, entièrement positif. Pour vous, il n'y a pas de réserve. Alors, non, c'est pas qu'il n'y a pas de réserve, c'est qu'effectivement, si vous voulez, d'abord, c'est une grande satisfaction de savoir que nous sommes que les militants en Corse ont participé à l'élaboration d'un programme qui est en train de se décliner au niveau du gouvernement. Et effectivement, je pense que c'est pas une surprise que je vous dise que je suis content du bilan. Pourquoi? Tout d'abord parce que nous avons participé à l'élection d'un président qui incarne vraiment ce que nous voulions voir, ce que beaucoup de gens souhaitaient voir, à savoir une moralisation de la vie politique, et c'est important. Il incarne parfaitement ce besoin de renouveau et surtout une véritable autorité de l'État, une autorité de la démocratie. Et je crois qu'on en avait vraiment besoin.
Par contre, il y a quand même une petite différence avec ce qu'il prenait pendant la campagne électorale. Il disait, bon, je suis à droite et en même temps, je suis à gauche. C'était son créneau, il a répété sous tous les tons. Or, ce qu'on a vu depuis son arrivée au pouvoir, dans le choix de son Premier ministre, Édouard Philippe, de ses ministres, de la politique qu'il mène, c'est clairement une politique à droite. Alors ça, c'est votre interprétation, mais si vous La voulez, suppression de l'ISF, l'extension de la CSG aux retraités, l'exit tax qui a été supprimé, les ordonnances sur le travail, tout ça, c'est quand même pas des marqueurs de gauche. Vous pouvez pas dire ça. Alors ça, c'est votre interprétation, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Si c'était avec la mienne, c'était pas grave. Non, on aura l'occasion d'en discuter. Ce que je voulais simplement vous dire pourquoi je suis content du résultat. Je voudrais finir répondre à votre question. Alors, je suis content parce que le programme d'Emmanuel Macron, c'était 85 propositions et il y en a pas loin d'une cinquantaine qui sont en train d'être mises en place ou qui ont été déjà réalisées au niveau du gouvernement. Donc c'est quand même une grande première. Alors on a fêté les 1 an l'élection d'Emmanuel Macron, donc il y a quelques jours. Je ne sais pas si, de votre mémoire de journaliste professionnel de la politique, vous connaissez un gouvernement qui en aussi peu de temps a mis en place autant de mesures. Donc ça, oui, effectivement, rien que pour ça. Il s'est attiré autant d'avis défavorables, d'opinions défavorables. Alors, vous dites, vous êtes content de ce qui se passe pour l'instant. La grande majorité semble-t-il, des études alors, le révèlent, si c'est d'aller trop vite, ne sont pas très si c'est d'aller trop vite qui n'est pas bien, moi je pense que c'est pas moi qu'il faut poser la question, c'est à ceux qui ont vraiment besoin de ces mesures. Allez demander à un chômeur de longue durée si on va trop vite. Mais il y a sur le rythme de la réforme, il est clair qu'on ne peut créer que des mécontentements. D'ailleurs, Macron l'avait dit pendant la campagne, c'est un pays qui ne se réforme pas ou qui se réforme difficilement. Mais en revanche, il y a quelque chose qui lui colle à la peau et que les enquêtes d'opinion faites après 1 an de présidence ont marqué très nettement, c'est cette étiquette de président des riches. Voilà, c'est quelque chose dont il va avoir du mal à se débarrasser, quoi qu'il tente. Alors, j'entends complètement ce que vous dites. Alors, il y a eu d'autres qualificatifs, président jupitérien, président des ministres. Jupitérien, on l'a vu, et en l'occurrence, la verticalité fonctionne. Écoutez, moi, je suis plutôt content de savoir, en tant que citoyen, en tant que membre de la société civile, que nous avons un président qui préside. Et ça ne laisse pas indifférent. C'est sans doute pour ça qu'il y a autant de critiques. Donc face à ça, je serais tenté de vous dire... Il y en avait autant pour ceux qui ne présidaient pas auparavant. Oui, mais au moins, il se produit quelque chose. C'est en sens où c'est bénéfique. Ensuite, les critiques, moi je les interprète plutôt, si vous voulez, comme... c'est très bien, c'est une personnalité qui ne laisse pas indifférent. Le gouvernement ne laisse pas indifférent à travers ses actions. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est quelquefois difficile, même pour moi qui suis régulièrement tenu, informé. C'est très difficile. Quelquefois de suivre, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je crois qu'on ne peut pas retirer cette caractéristique du mouvement qui est bien sûr d'avoir moralisé la vie publique, la vie politique, et c'est très important, d'avoir créé du renouveau, et c'est ce qui apparaît à travers le gouvernement dont vous parliez, et puis surtout d'avoir donné ces nouveaux visages de la politique. Mais il a été élu avec un score important face à l'extrême droite, donc face à Marine Le Pen. C'est pas le score du Chirac, mais c'est quand même un score assez large, avec 66%. Ça veut dire qu'il a eu des voix de droite, bien sûr, mais il a aussi beaucoup de voix de gauche. Oui. Or, aujourd'hui, on ne voit pas d'équilibre dans cette politique. Alors moi, je vais vous dire, en tant que membre de la société civile, et en tant que référent du mouvement pour l'accord, je ne sais plus ce que ça veut dire, la droite et la gauche. Je suis désolé de vous le dire, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Voilà, donc peut-être que vous pourrez m'éclairer sur la question. Peut-être qu'il y a un certain nombre de mesures. Oui, mais enfin, quand je vois, si vous voulez, les 20 dernières années où on a eu une alternance, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une grande modification dans la politique, en tout cas dans notre vie de tous les jours, à nous, citoyens et membres de la société civile, j'ai pas eu l'impression, si vous voulez, d'y voir une grande différence. En revanche, là, ce qui s'est beaucoup modifié, et c'est sans doute quelle mesure sociale, par exemple, a été prise depuis un an ? Je finis, si vous voulez. C'est sans doute ce qui s'est modifié, c'est qu'on a vraiment un capitaine à la barre. On a un président qui préside, un président qui dirige. C'est quelque chose de très nouveau. On en avait vraiment besoin. Donc c'est plutôt rassurant à l'époque actuelle. Mais il y a un Parlement. On ne peut pas dire aujourd'hui il n'y a plus de droite, il n'y a pas de gauche, on ne sait pas ce que c'est. Les choses, il n'y a qu'une seule tête. Il y a quand même un Parlement. Il y a des élus à l'Assemblée nationale qui sont à gauche, il y a des élus qui sont à droite. Et au Sénat également. Ça se ressent bien dans les grands débats. Les grands débats vont arriver maintenant. Alors, moi je vous pose
moi, je voudrais savoir ce que Allez, vous en pensez. de Mais poser une question si j'ai la réponse. Allez. Voilà, le Parlement, écoutez, le Parlement actuellement, on a aussi la satisfaction de savoir qu'il est dans ce rôle, à savoir qu'il légifère et puis qu'il contrôle. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a effectivement des gens de différentes horizons politiques, mais concrètement, ce qu'il en apparaît, à part les débats qu'on voit régulièrement, qui sont des débats, d'ailleurs, il y a certains partis qui existent essentiellement en se positionnant contre, mais pas forcément pour. Et on aurait aimé d'ailleurs que dans les années précédentes, ils soient beaucoup plus présents comme ils le sont actuellement dans la contradiction. Ça aurait été effectivement excellent. Mais moi j'entends ce que vous dites, mais j'ai ce sentiment, si vous voulez, d'une droite et d'une gauche encore existante, elle apparaît effectivement sur les plateaux ou à travers des commentaires qui sont souvent des commentaires. À travers des mesures politiques, des mesures qui sont prises. Alors, aussi. L'extension de la CSG aux retraités qui ont 1 200 €, c'est quand même pas une mesure très favorable pour la grande majorité des retraités. Ça, vous pouvez l'admettre. Pour la grande majorité des Français, si, c'est une mesure de gauche qui vise à baisser le pouvoir d'achat et qui est complémentaire à celle de la suppression de la taxe d'habitation. Oui, qui viendra plus tard et en plusieurs fois. Alors pour ce qui est des retraités, il est vrai d'ailleurs, le président de la République s'en est expliqué, qu'il leur a demandé un effort supplémentaire. Ceci dit, il reste 40% des retraités qui ne sont pas concernés par cette hausse de la CSG, puisque le seuil est à 14 044 € pour être précis. Mais cette mesure dont vous parlez, elle bénéficie quand même à la majorité des salariés du privé. Il y a eu une baisse des cotisations sociales de 3,15 points, l'augmentation de la CSG de 1,7 points. Donc vous voyez que le bénéfice est évident. Et ça concerne actuellement 75% des travailleurs indépendants. L'objectif à moyen terme, je vous rappelle qu'on est quand même au début du quinquennat, donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'en 6 mois on règle 40 ans de difficultés. On est au début du quinquennat et cette mesure est mise en place avec comme objectif d'augmenter le pouvoir d'achat de tous les Français, y compris des retraités. Et ça prendra un petit peu de temps, mais si c'était aussi simple, on aurait aimé que ce soit fait depuis bien longtemps. En urgence, pour l'ISF, c'est allé vite. Alors pour l'ISF qui a été effectivement supprimé et transformé en ce qui s'appelle l'IFI, il y a peut-être aussi, alors là c'est sans doute peut-être un problème de pédagogie, et je suis content d'être là pour vous l'expliquer. Ce qui a fait dire à François Hollande que c'était le président des très riche. Et très riche. Oui, alors je vous explique. À mon avis, les très riches, ISF ou IFI, c'est pas leur problème. Voilà. C'est tout sauf leur problème. En revanche, pour ce qui est de la transformation de l'ISF en IFI, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Certes, ça touche des grosses fortunes. C'est l'ancien président qui le Certes, ça touche des grosses fortunes. Mais quelle a été l'idée derrière ça ? L'idée, ça n'a pas été de favoriser les riches. Ça a été d'abord de supprimer un impôt qui coûte de l'argent à l'État. Techniquement, il rapporte 4,1 milliards d'euros, mais il était à l'origine d'une exode fiscale importante qui est estimée à 70 milliards d'euros. Donc on fait assez vite le calcul, le bilan est négatif. Et on supprime l'exit tax. L'objectif, si vous voulez, ça a été essentiellement de faire en sorte qu'il y ait une redistribution de l'investissement de tout à chacun, non pas sur de la rente et sur de l'argent qui est immobilisé, comme c'est le cas dans l'immobilier, mais sur du capital qui permet de favoriser l'entrepreneuriat et la prise de risque. Donc, moi, je vais vous dire, en tant que simple, je ne paye pas l'ISF, mais en tant que simple citoyen, pour moi, c'est beaucoup plus simple d'investir 100 € actuellement, éventuellement, dans des SICAV ou des actions, que d'acheter un appartement. Et la liquidité, elle est évidente, c'est-à-dire que si je souhaite réinvestir dans l'entrepreneuriat, je peux le faire. C'est ça l'idée, c'est donner de la flexibilité, la fluidité et de faciliter l'investissement face à des situations comme celles qu'on a pu voir à travers, par exemple, les gros groupes. Je finis. À travers les grands groupes comme des Google, etc., qui eux bénéficient d'investissements considérables. Ça permet de participer à de l'investissement sur des secteurs qui en ont besoin actuellement. Vous n'avez aucune critique de votre part? Alors si, il y a des mesures de... Mais si, il y a des choses... Qu'est-ce qui ne vous convient pas? C'est votre super président. Qu'est-ce qui ne me convient pas? Je me doutais que vous me poseriez la question, je vais quand même vous répondre. Il y a quelques mesures qui sont actuellement proposées, qui, entre autres, pour la Corse, ne me paraissent peut-être pas tout à fait adaptées. Je vais vous en donner une. Il y a une mesure qui a été proposée qui est de taxer les entreprises qui favoriseraient les contrats de courte durée. Il est évident que pour nous en Corse, qui vivons du tourisme avec une grande saisonnalité, ce serait une difficulté pour nos entreprises. Donc ça fait partie des choses d'ailleurs qu'on fait remonter régulièrement. Ça fait aussi partie
des actions que nous avons à La République En Marche, c'est de faire remonter les constatations de terrain. Voilà, par exemple, une mesure, si elle est mise en place, je sais que pour nous, en Corse, ce ne sera pas forcément une bonne mesure. Ensuite, il y en a une autre qui me paraît peut-être pas très appropriée, ou en tout cas qui aurait besoin peut-être d'être modifiée pour la Corse. Dans le projet de loi de modification de la Constitution, il est, vous savez, souhaité qu'il y ait un renouvellement limité des mandats des élus. Et par exemple, pour les maires, il a été convenu que ça ne s'appliquerait uniquement pour ceux de plus de 9000 habitants. Si on regarde chez nous en Corse, ça concerne 4 villes. Si on souhaite, et c'est notre souhait, La République En Marche, mettre en place le renouveau, si sur nos 360 communes, seules 4 sont concernées par cette mesure, c'est un cumul dans le temps. C'est un cumul dans le temps. C'est pas tout à fait adapté, si vous voulez, à l'objectif qu'on a, nous, ici, en Corse, de renouveler le paysage vous politique. Dites que cette mesure elle devrait s'appliquer également aux communes de moins de 9000, c'est-à-dire à la majorité des villages de Corse. De mandat pour un maire. Peut-être pas tous les villages, mais enfin, peut-être, voilà, par exemple, une mesure qui n'est peut-être pas très adaptée à notre situation en Corse, puisque l'objectif, c'était de lutter contre une professionnalisation de la politique et permettre le renouveau des visages. Voilà, j'ai d'autres exemples que je peux vous donner, mais en voilà deux. Eh bien, vous avez fait la liaison avec la suite de l'émission et nous arrivons à Macron et la Corse, sa politique. Alors, le voyage en mois de février dernier, c'est un peu le résumé de son exercice du pouvoir, un mélange à la fois de provocation, de fermeté, de fermeture. Un voyage qui, pour vous, n'a pas été raté. Il a réussi son exercice. Écoutez, oui, parce qu'il est venu dans la droite ligne de ce qu'il avait promis. Donc il n'a rien promis, donc... Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il a été conforme à ses engagements et peut-être qu'il y a eu une interprétation qui n'est pas celle que nous avons eue au cours de sa campagne quand il a fait le discours de Fouriane. Et pour moi, c'est le discours de Bastia, si vous voulez, dans la droite ligne de ce qu'il nous avait annoncé. Ensuite, il y a une interprétation, si vous voulez, qui ne soit pas celle que la majorité de nos élus ici, la majorité des élus nationalistes ait souhaité, ça on l'entend complètement, mais c'est dans la droite ligne de ce qui avait été annoncé au discours de Fouriane. Il était question d'un pacte girondin au discours de Fouriane. On n'a pas trouvé le pacte girondin dans le discours de Bastia. Dans le programme général s'agissant des autres territoires. Or, on sent bien aujourd'hui qu'il y a quand même une distance qui s'est installée entre les territoires, les présidents de région, les présidents de département, les maires des villes, les parlementaires aujourd'hui, et ce pouvoir central. Donc ce pacte girondin, il est dans la parole, mais aujourd'hui, dans les faits, on a quand même du mal à le sentir. Bon, alors écoutez, même, ce que je vous disais tout à l'heure, droite et gauche, je ne sais pas trop ce que ça veut dire maintenant. Girondin, jacobin... Oui, mais ça, c'est quand même des choses assez précises. C'est pas du rétropédage. On ne peut pas les confondre. La sémantique a l'importance. Et voilà, bon, moi je vais vous donner quand même la réponse à votre question, qui est, vous me demandez, mais il y a une distance qui est mise entre l'État et les territoires. La fracture territoriale, c'est un élément du diagnostic qui a été fait lors de l'élaboration du programme d'Emmanuel Macron. On sait qu'elle existe. D'ailleurs, je tiens à vous préciser qu'il est mis en place une conférence nationale des territoires qui se réunira tous les 6 mois, précisément pour que chaque décision prise concernant les territoires ne soit pas faite sans l'avis des territoires. Oui, prise par le pouvoir central. Non, l'objectif, c'est que, si vous voulez, c'est de faire participer les territoires aux décisions et non pas du tout. Mais la décision est prise par Paris, c'est ça. La difficulté, c'est que les interprétations des mesures, j'ai pas la même interprétation que vous. C'est la première fois que cette conférence est mise en place. Donc c'est une volonté de dialogue. Et ensuite, ce que vous dites, c'est quoi une conférence? C'est une assemblée territoriale bis? Non, c'est pas une assemblée territoriale bis. C'est de faire en sorte que des gens représentants des territoires viendront. Et puis quand une mesure sera proposée pour les territoires, elle sera discutée pour savoir si. Donc les propositions ne viennent pas des territoires. C'est l'État qui. Les propositions ne viennent pas des territoires. C'est l'État qui définit ce qu'il faut faire. Mais les territoires appliquent. C'est ça. Il y a un dialogue, et c'est là où je suis pas. C'est le dialogue Macron, quoi. Le dialogue Macron, non. C'est un dialogue. Est-ce que ça existait avant? Oui. Ah. Est-ce que ça existait avant?
Les présidents de région montaient régulièrement. Il n'empêche, il y aura toujours une sorte de chambre. Il y aura toujours cette possibilité que les responsables... Qui est un contre-pouvoir. Il y aura toujours cette possibilité que les responsables des collectivités montent et discutent. Et d'ailleurs, je voudrais simplement vous faire remarquer, on en a eu un bel exemple avec la maire de Piane, qui a réussi, enfin qui a interpellé qui a interpellé le président de la République. Et le président de la République a tenu compte de ce qu'elle disait. Ensuite, moi je voudrais vous rappeler que lors de sa campagne, Emmanuel Macron, il a été le seul à rencontrer autant d'élus sur la Corse. Est-ce que ce n'est pas une volonté de dialogue? Et depuis qu'il est président de la République, Emmanuel Macron est venu sur la Corse, a rencontré à nouveau les différents élus de la Corse. Ensuite, actuellement, où est le problème du dialogue? Pour peu qu'il y en ait un, pour peu qu'il y ait un problème, entre les élus non, mais justement, le constat, et le gouvernement. De qui vient la rupture? Mais justement, j'allais vous poser la question, parce que le constat qu'on peut faire, et celui-là, je pense que tout le monde peut le partager sur ce plateau, c'est que depuis la visite d'Emmanuel Macron en Corse, bien, il y a quelque chose qui s'est grippé dans le dialogue que l'on attendait ou que l'on espérait entre la Corse et le pouvoir central. Quelque chose s'est grippé. Qui, pour vous, on ne reçoit plus les ministres comme le président de l'Assemblée de Corse ne les reçoit plus, le président de la collectivité. Justement, je vais vous le demander. Qui est responsable de ce non-dialogue que l'on constate aujourd'hui? Mais vous venez de donner la réponse. Non, moi je ne donne pas la réponse, je vous pose la question. Les ministres viennent. Ils ne sont pas reçus. Mais... Et lorsque les parlementaires ils ne sont pas reçus par qui? Qui a rompu le dialogue? André de Caffarel, lorsque les parlementaires font des propositions, qui ne sont pas des propositions fondamentales quand même, mais qui sont quand même importantes. Lesquelles, par exemple? Par exemple, cette taxe sur le camping-car, on en revient à ça. Plus importante, la création... parlementaire, oui, et par exemple, la création d'une zone franche pour l'intérieur de l'île, ça, ce ne sont pas des mesures anecdotiques, c'est systématiquement refusé. Alors, la zone franche, je suis content que vous en parliez, parce que ça avait déjà été testé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas permis de développer l'entreprise en Corse. En revanche, ce qui est proposé... Zone franche pour l'intérieur de l'île, ça n'a jamais été testé. Ce qui est proposé, par exemple, et Jacques Mézard est venu le proposer il y a quelques temps ici, pour développer les zones franches, c'est non pas de favoriser les territoires, mais les individus. Alors c'est à l'essai, avec l'objectif de créer des emplois francs dans les quartiers prioritaires de la ville. Voilà. Ça, c'est pas pour favoriser les territoires, c'est pas pour favoriser une zone, c'est pour favoriser les individus. Voilà un exemple concret, parce que je vous rappelle qu'on est quand même très axé sur le pragmatisme. Voilà un exemple concret qui permettrait d'aider la Corse. Alors, c'est à l'essai actuellement dans certains départements. Si ça marche, ce sera diffusé. Autre exemple concret, c'est ce fameux pacte financier que l'État veut imposer aux régions. C'est-à-dire pas d'augmentation de dépenses de fonctionnement au-delà de 1,2%. Tout à fait. La DLG, oui. Si les régions refusent de signer le pacte, elles seront sanctionnées. Donc moins de dotation financière. En Corse, c'est impossible de s'en tenir à ça avec la fusion des collectivités. Alors écoutez, c'est très technique. Sincèrement, c'est pas moi, en tant que référent de la République En Marche, de vous apporter une réponse. Les régions ne veulent pas le voter, ce pacte. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu récemment un de vos confrères d'un autre journal qui a fait un article sur la question sur le financement des collectivités. En France, il y a à peine une dizaine de gens qui sont suffisamment compétents pour s'y repérer dans ce millefeuille du financement des collectivités. C'est sûrement pas moi qui vais vous donner une explication sur la question. En revanche, la seule chose que mais il faut le signer, ce pacte. La seule chose dont je suis certain, c'est que c'est la première fois qu'un gouvernement ne baisse pas les dotations pour les collectivités. Il n'y a pas de diminution. C'est la première fois. Ça fait 10 ans, je crois, que progressivement les dotations baissent. C'est la première fois qu'elles ne baissent pas. Ça, ensuite... Le détail des financements, j'en suis incapable de vous le donner et je ne me lancerai certainement pas là-dessus. Voilà, je vous rappelle que ma fonction, je suis représentant de la société civile, je ne suis pas un professionnel de la politique et encore moins de la gestion des collectivités. Eh bien, on va parler de votre mouvement, La République En Marche en Corse. Là, c'est ma légitimité. Voilà. Bon, point moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un mouvement de masse pour l'instant, et encore moins depuis que Macron a été élu président. Je suis d'accord. Toutes les élections ont été des échecs. Oui. Non, attendez. Non, vous n'avez pas eu d'élu aux législatives, alors que de partout, ça a été un raz-de-marée. Tout à fait, sauf que je vous rappelle quand même que le président de la République a été élu ici. Encore, c'est la première fois qu'on a quelqu'un issu d'un parti aussi nouveau qui est élu comme président de la République. Jusqu'à présent, c'était toujours un président de droite qui passait. Vous parliez tout à l'heure de la droite et de la gauche. Voilà. Bon, un président de droite qui passait là. Enfin, le score est très ric-rac avec Le Pen. Il y a 3 points d'écart. Et au premier tour, il est largement devancé par Marine Le Pen. Il n'empêche qu'il a quand même été majoritaire.
Ensuite, effectivement, on n'a pas réussi à trouver d'élus pour La République En Marche, mais pour un parti nouveau, pour un mouvement nouveau, on est déçu, bien sûr, de ne pas avoir eu d'élus, mais enfin, c'est quand même un score parfaitement honorable. Et vous parliez du mouvement tout à l'heure. Le mouvement, il existe bel et bien encore. Ouais, combien d'adhérents, en fait? Nous en avons, aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, 866, parce que progressivement, ça grimpe. C'est à peu près ce que vous aviez avant la présidentielle. Alors non, il y a eu effectivement, et vous faites bien de me le signaler, on a eu des chiffres qui étaient plus élevés au départ. On est pas loin de 1400, mais il s'est passé plusieurs choses. D'abord, vous savez que c'était une inscription informatique, donc on a corrigé des erreurs informatiques qui font que le nombre d'adhérents n'a pas forcément baissé, mais il y avait par exemple des gens qui étaient inscrits avec plusieurs mails, et puis on avait quelques personnes qui étaient rentrées dans le mouvement, en particulier de la France Insoumise, qui étaient venues peut-être beaucoup plus pour regarder ce qui se passe, plutôt que pour militer. Donc ces gens-là, on leur a signifié qu'ils n'étaient plus membres du mouvement. Rassurez-nous, vos grands élus à l'Assemblée de Corse, François Hollande, Jean-Charles Orsucci et d'autres, ils sont adhérents vos grands élus à l'Assemblée de Corse. Bien sûr, François Hollande. Ah oui, j'ai compris François Hollande. Oui, mais Jean-Charles Orsucci, ils sont adhérents Bien sûr. D'accord. Ils sont adhérents, bien sûr. J'en profite d'ailleurs, pour saluer les élus, là. Bonjour les élus. Ils ne sont pas tout à fait d'accord avec vous quand même. Hein. Si, ils sont... Ah non, vous avez même fait des communiqués pour dénoncer le vote qu'ils avaient fait à l'Assemblée de Corse au moins à 2 reprises. En fait, ils sont assez critiques sur le rôle qui serait celui du référent. Hein. Jean-Charles Orsucci dit « J'ai adhéré à un parti politique, je n'ai pas adhéré à un fan club. » Le fan club, c'était vous. J'en profite pour saluer mes élus et leur dire « Écoutez, bonjour, le responsable du fan club est là, salut. » Non, de manière... Mais vous voyez, à part les cocos à la télévision. Bien sûr, et donc nous avons un lien quasiment quotidien. Nous avons une responsable communication en lien avec les élus qui est en lien quasiment quotidiennement avec eux et qui échange. Et j'ai un retour régulier des informations. Ensuite, nos élus, non, c'est pas vrai. Nos élus, si vous voulez, font partie intégrante du mouvement. Ils sont membres du COPOL, du Comité politique de La République En Marche, qui va d'ailleurs intégrer très probablement prochainement de nouveaux élus, qui se réunira en juin avec des membres du national. Donc, ils sont partie prenante de la vie du mouvement et nous sommes en lien régulièrement avec eux. Mais qui c'est qui commande là-dedans? Alors justement, c'est là que je voulais vous préciser. Effectivement, vous faites état de cet épisode qui a eu lieu donc, quelques jours avant la venue d'Emmanuel Macron. C'est exactement mon rôle. Et vous voulez savoir qui pilote? Je vais vous dire. C'est moi qui pilote La République En Marche encore. Vous écoutez pas, ma légitimité, elle a été renforcée d'abord par l'action qu'on a menée à travers un communiqué de presse qui a été relayé par le délégué national, qui l'a appuyé. Et je crois que la communication d'Emmanuel Macron, quand il est venu en Corse, a complètement confirmé que nous étions, et que j'étais dans mon plein droit d'agir comme je l'ai fait. Mais ils ne vous écoutent pas, les élus. C'est pas vrai, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Ils ont voté la motion. Ils ont voté la motion. L'exécutif. Il se trouve que ça a été un petit peu rapide. Je pense que c'est avant tout un problème de communication. On en a beaucoup discuté. Et finalement, est-ce que c'est pas eux qui sont légitimes parce qu'ils ont l'onction du suffrage universel? Alors, vous l'avez pas. Exactement. Alors, c'est ce qui fait la différence, mais c'est aussi, j'allais dire, ce nouveau monde politique qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que nous, membres de la société civile, nous ne sommes pas des élus, mais nous avons notre mot à dire. On estime qu'on a notre mot à dire. C'est vrai, pas spécialement en Corse, c'est vrai partout. Les élus, effectivement, ont une complète légitimité. Il est hors de question de la remettre en cause. Ils ont leur liberté de parole. Mais le mouvement a aussi sa liberté de parole dans le cadre de la charte de nos valeurs. Et quand nos élus ne sont plus dans ce qu'on estime être si vous voulez, le cadre de La République En Marche, c'est mon rôle de leur rappeler. Ça a été fait et ça a été appuyé, ça a été confirmé, c'est ce qui me légitime dans mon rôle. La motion qui a été votée avant la venue d'Emmanuel Macron par Jean-Charles Orsucci et par le groupe, elle n'était pas dans les valeurs de La République En Marche. Alors il y avait des... par exemple, quand on parlait d'autonomie ou d'autres sujets comme la langue... Alors d'abord, le terme autonomie... Moi, ce que je voudrais, c'est que, enfin, je ne sais pas si vous l'avez, non, vous l'avez pas, mais c'est pas sous cet angle que ça a été vu. Le terme autonomie, effectivement, n'est pas dans le discours de La République En Marche. Et jamais le président de la République, que ce soit quand il était en campagne, n'a prononcé le terme autonomie. Il a parlé d'émancipation de la Corse au sein de la République. La sémantique a l'importance. Qu'on soit bien d'accord. Ensuite, je ne vais pas vous faire une révélation en vous disant que La République En Marche n'est pas un parti nationaliste qui revendique une autonomie politique. On revendique une autonomie
administrative, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais là, il y a quand même un discours qui est différent. Alors, on ne comprend plus, parce que vous tenez ce discours-là. Jean-Charles Orsucci, François Hollande, ils sont partisans d'autonomie, ils sont partisans du statut de résident, ils l'ont voté. Ils sont partisans de l'officialité de la langue corse. Vous êtes opposé à tout ça. Alors, comment un mouvement peut faire la synthèse entre des choses qui sont antinomiques ? Alors, vous avez raison de le rappeler. C'est d'ailleurs ce qui a été rappelé au cours du discours du président de la République à Bastia. Nous ne sommes pas pour la co-officialité, nous ne sommes pas pour le statut de résident. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour le développement de la Corse, qu'on soit bien d'accord. Hein. Ce sont des nuances, oui, mais ce sont des nuances importantes. Et un de notre objectif, et plus particulièrement en Corse, c'est justement de rompre ces fractures qui existent. On ne souhaiterait pas qu'il y en ait d'autres qui apparaissent, ce qui pourrait être le cas avec la co-officialité et le statut de résident. Ensuite, la discussion, elle existe avec nos élus. On le sait que certains ont déjà voté bien la co-officialité, le statut de résident. On ne peut pas revenir sur son passé, mais peut-être qu'on peut, expliquer pourquoi, actuellement, on estime que ces décisions ne sont pas adaptées. Le terme autonomie, on en discute régulièrement avec nous, et on le met très souvent en contrepoids avec décentralisation, qui est beaucoup plus synonyme d'autonomie administrative. Là, il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Mais l'autonomie politique, ça a été clairement dit. La République En Marche n'est pas en faveur d'un statut d'autonomie, de pleine autonomie pour la Corse. Il n'empêche que les discussions existent. Oui. Et vous disiez, on a des élus qui ne sont pas forcément complètement sur les lignes qu'on défend actuellement, mais la discussion existe. Une ligne contraire ? Non, pas du tout, c'est pas une ligne contraire. C'est une discussion, et c'est ce qui fait la richesse du mouvement, c'est que nous discutons, et pour l'instant, nous suivons la feuille de route qui a été donnée par le président de la République. Très bien, nous concluons cette première partie pour aborder maintenant notre mini-débat au Contrabunt avec ce soir un contradicteur socialiste, responsable du PS à Ajaccio, Alain Combaré. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de votre participation à ce débat. Vous avez 10 minutes face à André de Caffarel. Bonsoir, M. Caffarel. Je vais commencer par l'approche qu'a eue le président Macron concernant les mesures fiscales qui ont été martelées pendant la campagne et qu'il a mis en œuvre très vite après sa nomination. Et d'ailleurs, dès les premières mesures qu'il a prises, un constat s'est imposé, faisant de lui le président des riches, voire des très riches. Et à un moment où on assiste à un creusement des inégalités entre les plus fortunés et les plus pauvres, avec un seuil de pauvreté de 15% pratiquement de la population. C'est quand même une situation particulière, avec également un contexte des finances publiques, ça a été dit à l'instant, très très tendu. De vouloir faire ainsi un cadeau aux plus riches, un cadeau de la baguette, elle, de 3,5 milliards d'euros environ, c'est une mesure qui est profondément injuste. Et en plus, elle s'accompagne d'un message politique qui dit que, finalement, il vaut mieux imposer les salaires et la consommation plutôt que la richesse. Autrement dit, les spéculateurs seraient plus utiles à la société que les salariés. D'autre part, cet ISF ne va s'appliquer dans la nouvelle mesure qu'au patrimoine immobilier. Ça voudrait dire que, alors même qu'on est dans une situation où le logement est en pleine crise, eh bien on considère que cette difficulté d'accès pour les familles, souvent le loyer d'ailleurs représente le premier poste budgétaire des dépenses des familles, c'est une difficulté d'accès au logement pour les jeunes, et donc ça voudrait dire que on maintient cet impôt sur les grandes fortunes dans le secteur immobilier, faisant croire finalement que les investisseurs immobiliers seraient des rentiers inactifs, et au lieu de favoriser la création de logements. Vous avez dit à l'instant, dans les questions qui vous ont été posées, que l'argent serait immobilisé, et vous l'avez opposé à l'entrepreneuriat, mais l'immobilier, ce sont des entreprises, il y a des salariés, et ce sont des créateurs de richesse, et en plus, on en a besoin parce qu'on a un déficit de logement. Donc maintenir l'ISF sur l'immobilier et le supprimer sur les gros capitaux, ne trouvez-vous pas que tout cet ensemble de mesures, et alors je parlerai également... On va laisser répondre André de Caffarel et après vous reprendrez. Juste un mot de la flat tax qui supprime la progressivité de l'impôt pour les plus riches, alors que ça reste, pour les revenus du capitaux, alors que ça reste la règle pour les salariés. Alors tout cet ensemble de mesures, on a évoqué la CSG qui s'applique aux retraités, et donc globalement, ça fait que ça a pour conséquence que 44%
des avantages fiscaux vont profiter à 1% des plus riches. Est-ce que c'est cette politique-là que vous soutenez sur ce plateau ? Alors écoutez, moi tout d'abord, j'entends complètement ce que vous dites et c'est effectivement ce qui est souvent reproché, mais je suis là pour essayer de faire de la pédagogie. Les premiers éléments que vous avez donnés, moi je serais tenté de vous dire d'où ils viennent. D'où ils viennent. Et quelque part, moi je suis étonné d'entendre tout ça parce que c'est le résultat de 40 ans d'inaction face à cette nécessité de transformation du pays. Cette transformation du pays, je serais tenté de vous dire, elle s'impose un peu à nous si on veut rester dans le cycle de l'économie mondiale et si on ne veut pas se faire dépasser. Pour transformer notre pays, il y a des décisions à prendre. Ces décisions, elles sont prises par notre président qui, je vous le redis, je suis content de savoir qu'on a un président qui préside et qui gouverne. C'est un petit peu ce qui nous manquait, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors j'entends, et on entend tous, que cette histoire de l'ISF, au-delà, si vous voulez, du terme qui impose sur la fortune, peut effectivement faire croire que c'est un cadeau fait aux riches et aux très riches. Je me rappelle les très riches, je ne suis pas sûr que ce soit leur problème, loin de là. Je vous le redis, cet impôt est un impôt qui ne rapportait rien à la France. L'objectif, ça n'a pas été de supprimer un impôt sur la fortune, ça a été de rediriger les flux de l'investissement, et en particulier l'investissement de Monsieur Tout-le-Monde dont je fais partie, leur donner la possibilité de s'investir sur des choses qui sont accessibles et sur donner de la fluidité aux finances pour permettre de développer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas pour des multinationales, c'est pour des petites entreprises, c'est pour faciliter le développement de l'emploi, lutter contre le chômage. Et puis, c'est une mesure qui s'adresse à tout le monde. On parle de la flat tax. La flat tax, c'est quoi ? C'est la fameuse taxe qu'on appelle PUF ou PFI, PFU, pardon. C'est un prélèvement unitaire forfaitaire qui a été ramené à 30% pour tous les bénéfices faits sur la vente de valeurs comme les actions, les SICA. Voilà. Au moins, c'est le mérite d'unifier la chose. À moins d'être un professionnel de l'investissement, on ne s'y retrouve pas. Donc ça rebute les gens, déjà. Moi, je vous donne tout de suite un point de vue très pratique. Ça rebute les gens. Ça a l'avantage, ça a le gros avantage d'avoir unifié, si je puis dire, et d'avoir simplifié la compréhension qu'on peut avoir de ces mécanismes financiers qui, qu'on en dit, sont quand même nécessaires au développement de notre économie. Ça permet à tout à chacun d'y comprendre et s'y retrouver et éventuellement de l'utiliser si on en a besoin. Alors pour l'immobilier, je voulais répondre pour l'immobilier. On est bien sûr que le secteur de l'immobilier est important. C'est un secteur dans lequel il y a des salariés. C'est un secteur, et surtout en Corse, qui est effectivement un secteur qui est très important. Mais il n'a jamais été dit qu'il fallait pénaliser l'immobilier. C'est pas ça. Non, c'est pas tout à fait juste. L'objectif, c'est pas de pénaliser l'immobilier, c'est quitte à placer son argent, le placer dans un domaine qui est nécessaire actuellement en France. Ça ne veut pas dire que l'immobilier, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'il faut absolument développer l'entrepreneuriat et donner de la fluidité aux liquidités, ce qui n'existait pas. À peine 10% des investissements faits en France sont faits dans 10% du patrimoine des Français est fait dans des liquidités, enfin dans des placements qui sont plus liquides. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un objectif qui n'était de faire en sorte de plutôt favoriser la prise de risque que la rente. On est complètement d'accord. Et on l'assume complètement d'ailleurs. Complètement. Bon, moi je vous répondrai que j'entends l'argument qui consiste à dire qu'il faut fluidifier et permettre aux petits investisseurs aussi d'avoir des conditions optimum, mais l'ISF, la suppression de l'ISF ne s'adresse qu'aux plus riches. Mais l'ISF, elle ne touche pas du tout les petits épargnants, milliards d'euros, les petits actionnaires. 4,1 milliards d'euros, ça rapportait. Il y avait une fuite, c'était à l'origine d'une fuite. Alors, certes répréhensible, d'ailleurs, il y a une loi antifraude qui est en train de se mettre en place, je précise, qui est à l'origine d'une fuite de 70 milliards moins 4,1 milliards, enfin écoutez, je pense que c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais le rendement, il est nul. Donc c'était un impôt qui politiquement était peut-être très porteur, on est d'accord, mais qui, en termes de rentabilité pour les finances de l'État, c'était nul, voire même négatif. Moi, j'entends cette logique comptable, mais quand même... il y a des valeurs qui existent, et la valeur qui est la justice de notre pays, qui est une vieille tradition
de vieilles traditions républicaines et françaises, la justice, c'est quand même quelque chose qui fait ciment dans la société. Et prendre des mesures comme ça qui vont taxer plus les retraités qui ont des petits revenus, hein, et que dans le même temps, on va faire des cadeaux aux plus riches, ça contrevient à cette valeur Là, de je justice. ne peux pas vous laisser dire ça, parce que s'il y a bien des mesures qui sont mises en place et qui sont dans le sens de la justice pour tous, c'est celles qui sont en train d'être mises en place par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Je vais vous les citer, si vous voulez, les unes après les autres. Tout d'abord, l'augmentation du minimum vieillesse. Qu'est-ce qu'on a attendu il y a quelques années pour le mettre en place? L'augmentation de l'allocation handicapée. Vous parliez de la CSG. La CSG a effectivement été augmentée, mais je vous rappelle qu'il y a eu une baisse plus importante des cotisations sociales, justement pour augmenter le pouvoir d'achat. J'entends l'histoire... Les retraités sont pas Bien touchés sûr, par ça. les retraités ne sont pas contents. Et là-dessus, le président s'est expliqué. Donc, il y a 60% des retraités qui, pour l'instant, sont pénalisés, mais je vous rappelle que la taxe sur l'habitation va disparaître pour la majorité des Français dans peu de temps. Ça, c'est aussi un vrai problème. Il était temps que cet impôt injuste disparaisse. Il était temps, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait, ce ne sont pas les gouvernements socialistes, de gauche ou de droite, précédents, qui l'ont fait. Dans les autres mesures qui apparaissent, je vous parlais des emplois dans les quartiers priorité de la ville. C'est pas pour les riches, ça. C'est pour les gens qui en ont besoin. La loi Pacte qui est en train de mettre en place Bruno Le Maire vise à développer les petites et moyennes entreprises. C'est pas pour les multinationales, les petites et moyennes entreprises. Vous savez comment on crée une petite et moyenne entreprise? En ce moment, c'est un véritable parcours du combattant. Il faut vous adresser à 7 ou 8 administrations. Il vous faut un mois, il faut débourser 1 000 €. L'objectif de cette loi, c'est de ramener le délai à 1 semaine avec un guichet unique pour que on n'ait plus à courir dans tous les sens à travers toutes les administrations. Ça coûtera 250 €. Est-ce que c'est pas une mesure qui facilite le développement de la petite entreprise, qui n'est pas celle pour les très riches? Moi, je comprends. Je vous pose la question. Eh bien, ce sera une question qui sera sans réponse pour l'instant, puisque notre débat prend fin. Merci Alain Combaret. Merci à vous. Mes deux confrères vont regagner leur place pour la dernière partie de l'émission avec le débriefing. Et c'est Roger Antèche qui commence. Bon, André de Caffarel, il m'est arrivé de me demander tout au long de la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron ce qu'était le nouveau monde dont on nous parle tant, et singulièrement le nouveau monde en politique. Et en vous écoutant, en essayant de déceler la vision présidentielle, je me suis demandé si ce nouveau monde politique n'était pas un nouveau monde sans élus, hors le président de la République, bien sûr. Plus sérieusement, j'en viens à la position qui est la vôtre et au rôle qui est le vôtre en Corse, celui du référent. Au point, sur le programme d'En Marche et sur le programme du quinquennat, est terriblement à jour aussi sur sa mise en œuvre. Je me demandais donc quel était votre rôle et votre position, et aussi sur l'apport qui pourrait être le vôtre dans cette marche du quinquennat et son application sur le territoire. Vous, issu de la société civile, hein, pas aussi en phase que vous nous l'avez dit avec les élus d'En Marche en Corse, vous, l'exégète de l'action du président de la République, qui rappelle ses bienfaits et surtout l'application méticuleuse d'une ancienne macroniste. Pragmatique, s'il vous plaît. Je fais ce que j'ai dit. Pragmatique. Je fais ce que j'ai dit et je me tiens à ça. C'est peut-être ça qui est nouveau d'ailleurs. Tout à fait. Mais aussi vous l'urgentiste, donc, oui. tellement dévoué à la cause qu'il me semble parfois oublier, et c'était au début de l'émission, des urgences sociales. Hein, mais je ne les oublie pas du tout. Quand on parle que vous devez voir défiler dans vos propres urgences à Bastia, des urgences sociales et aussi et des urgences du territoire de la Corse, me semble-t-il. Complètement. Alors Jérôme Souzine, après vous répondrez aux deux. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors simplement, André de Caffarel, vous avez dit à plusieurs reprises, moi c'est la société civile, bref, j'ai compris, vous étiez de la société civile. Cela dit, vous faites un petit peu de la politique et vous êtes de plus en plus sur le terrain politique. En tous les cas, vous apprenez bigrement vite ce qu'est peut-être la chose politique. Je ne sais pas quelle a été votre méthode, parce que c'est quand même compliqué la politique dans ce pays. Vous avez, dans vos missions de référent, évoqué ce que l'on pourrait qualifier d'une mission de chasseur de tête, c'est-à-dire de celui qui va un peu composer les équipes, hein, pour être plus doux. La question c'est, vous l'avez dit, il y aura peut-être d'autres élus qui vont nous rejoindre en route. Qui sont-ils? C'est peut-être, on pourrait le savoir, c'est intéressant pour les échéances prochaines à venir. Vous avez fait un petit coucou à vos élus, on va peut-être en profiter pour en faire un pas moi, mais vous,
au président Macron, comme vous êtes Toubib, lui dire qu'il y a un petit malaise en Corse en ce moment. C'est peut-être vagal, mais ça peut être beaucoup plus grave que ça. Il y a des tensions qui sont réelles, pour être plus sérieux. Quelle est la clé pour s'en sortir? Pour l'instant, on ne voit pas vraiment Lucie, c'est compliqué. Alors vous répondez aux deux. Alors, je vais reprendre, vous me corrigez si j'oublie, parce que vous m'avez dit beaucoup de choses. Vous voyez, je ne suis pas encore très bien rodé en politique, il faudrait que je prenne l'habitude. La politique, c'est pas que le média. Hein, de noter. Écoutez, moi, je vois d'abord un compliment dans ce que vous dites, parce que notre mouvement existe bel et bien, et c'est déjà important. Ensuite, pour répondre à votre question sur les nouveaux élus qui pourraient venir, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que je vous donne rendez-vous à la presse, ce sera sans doute mi-juin, et puis c'est pas à moi de dévoiler ceux qui souhaitent venir au comité politique, hein, c'est pas forcément rejoindre En Marche, mais c'est discuter politique avec nous, à ce moment-là, nous aviserons. Et pour en revenir à la notion d'urgence sociale, d'abord, écoutez, c'est un sujet qui nous est cher, et tous les jours, effectivement, c'est mon problème. Oui, tous les jours, c'est mon problème. Et tous les jours, c'est aussi mon problème dans ma vie de citoyen, dans ma vie d'engagé, parce que c'est un petit peu les mesures que j'ai énumérées. Je suis fier, et nous sommes fiers à La République En Marche, d'avoir participé à un programme qui met en place des mesures qui sont en faveur du social. Ah, mais justement, c'est pas ce que vous dit le corps social, néanmoins. Alors lequel? On a parlé des retraités tout à l'heure, on pourrait parler des chômeurs, on pourrait parler des étudiants des APL aussi, mais s'assumer. On peut parler par exemple aussi de la santé. Par exemple, la ministre Agnès Buzyn devait venir demain. Bon, finalement, le voyage est reporté. Qu'est-ce que vous attendez en matière de santé de la part de ce gouvernement? Alors, il y a une prise de conscience du gouvernement, que les professionnels avaient déjà pris il y a longtemps, si vous voulez, c'est qu'on est dans un système qui est à bout de souffle, qui est complètement épuisé. Et vous avez reçu Madame Risterucci le week-end dernier. J'en profite aussi pour la saluer parce que je dois dire que je suis admiratif de 40 ans de combat et d'autant d'abnégation et autant de ténacité, même si je suis assez souvent pas d'accord avec ces prises de position, mais le constat est unanime. On est dans un système à bout de souffle qu'il faut transformer. Il faut le réorganiser. Voilà. Donc vous le disiez, je crois, dimanche dernier. En faisant des économies ? 30 milliards d'euros de déficit pour les hôpitaux. Et même, je crois que M. Antège, c'est vous qui l'avez dit, il y a un moment, on a un peu l'impression que c'est une espèce de cavalerie, il va bien falloir que ça s'arrête. Donc, il y a deux solutions, si vous voulez. Ou on laisse ce système s'écrouler, et ce serait franchement dommage, et ce n'est pas l'objectif. Ou alors, on envisage de le regonfler, de le réanimer. Et pour ça, il faut réorganiser le système. Certes, injecter de l'argent, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Alors moi, je vous donnais... Alors ça c'est mon côté société civile. Tous les ans, dans les réunions, dans les hôpitaux, et particulièrement entre les où je travaille, on dira ça ira mieux l'année prochaine. Il n'empêche que, bon an, mal an, on continue à soigner les gens, coûte que coûte. Vous parliez de notre préoccupation sur les urgences et les urgences sociales, coûte que coûte, malgré toutes ces difficultés financières qui sont mises en avant, on continue à jouer notre rôle de soignant. Et d'accord, mais ça marche quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, parce que je pense que vous avez suivi. C'est un énorme schéma de transformation du système de santé qui est en train de se mettre en France, pour lesquels les solutions ne sont pas encore totalement décidées. Nous avons encore des possibilités. Est-ce que vous êtes d'accord avec celle-là ? Parce que cette semaine, le syndicat EFO Santé a eu connaissance d'un document de la Direction générale de l'offre de soins, qui dépend du ministère de la Santé. Et cette Direction générale propose un plan d'économie de 1,2 milliard de 2018 à 2022 sur la masse salariale des hôpitaux. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je ne vais pas être d'accord ou pas être d'accord, il faut que je lise, je ne sais pas ce qui a été écrit dedans. C'est un document qui a été publié mais moi, par le syndicat. je voudrais lire la totalité du document, et puis je vous donnerai mon interprétation de référent de La République En Marche. Je ne vais pas vous donner une interprétation sur un commentaire d'un syndicat. Ce n'est pas un commentaire, c'est la publication d'un document je veux le lire du ministère. Et pouvoir vous l'interpréter, si vous voulez. Parce que vous faisiez référence à la dernière émission, elle parlait de fermeture de lits. Est-ce que c'est de cela que l'on a besoin en Corse ? Elle parlait de moins de soignants dans les hôpitaux. Est-ce que c'est par là qu'il faut aller pour réduire les déficits ? Là, vous pouvez vous entendre, vous êtes un expert en la matière. Alors, je ne suis pas un expert en la matière, je suis soignant, mais on est nombreux à être experts en la matière. Est-ce que vous êtes trop nombreux dans les unités de soins ? Non, c'est pas que nous soyons trop nombreux, c'est qu'il faut sans doute réorganiser. Je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup politiquement du désert médical.
Qu'est-ce que c'est qu'un désert médical? Pour moi, qui suis donc, vous me qualifiez d'expert en domaine de la santé, c'est pas la même définition que celle peut-être des syndicats, c'est pas la même définition que celle des politiques. Pour moi, un désert médical, vous pouvez avoir 25 médecins disponibles, mais si vous n'avez pas la bonne spécialité quand vous avez besoin, c'est un désert médical. Un désert médical, c'est quand vous vous adressez dans certains quartiers des grandes villes à des professionnels de santé qui, par exemple, proposent des tarifs qui ne sont pas accessibles aux étudiants, qui ne sont pas accessibles à des gens qui n'ont pas forcément moyen. Là, c'est une notion de désert médical. C'est ça qu'il faut réorganiser. Vous êtes dans le The Gnôle où il n'y a plus de médecins. Alors, effectivement, c'est plus qu'une préoccupation pour nous tous, c'est un problème spécifique à la Corse. Il y a effectivement des choses qui sont considérées comme aberrantes, comme cette histoire du numerus clausus, qui a été diminuée là, il y a quelques années, pour lesquelles, effectivement, il y a peut-être matière à dire. Ensuite, c'est une erreur qui a été faite, on est complètement d'accord, de penser qu'en diminuant le nombre de médecins, on diminuerait le nombre de maladies. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, là-dessus, mon point de vue d'expert, il est très clair. Mais il y a de la réorganisation à faire. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il est normal que dans certains établissements, vous ayez des spécialités présentes et qu'on ne puisse pas y accéder directement ? Et qu'il faille passer par le filtre des urgences. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont quand même très parlants. Les urgences, ce dont je m'occupe. Vous prenez 1998. Vous prenez 1000 services d'urgence, à peu près 8 millions de passages. On est en 2017, 21 millions de passages dans les urgences, 650 services d'urgence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en restructurant, on arrive à absorber. Est-ce que c'est quand même une condition souhaitable? Non, parce qu'il y a des difficultés. Mais je vous donne un exemple concret de ce qu'une restructuration peut apporter. Et en Corse, comme dans beaucoup d'endroits, il n'empêche que quand vous êtes face à une maladie grave, on vous soigne. Excusez-moi, juste dernière question très vite. Un PEI santé, comme certains le réclament, ça vous paraît inenvisageable pour la Corse? Écoutez, sincèrement, oui, ce serait peut-être une bonne idée, mais je ne peux pas vous répondre aussi vite. Ça nécessite d'être analysé, bien sûr. Et puis avoir les moyens financiers qui l'accompagnent. Tout à fait. Voilà. Eh bien, ça reste comme le nerf de la guerre. Eh bien, André Caffarel, ce sera là votre mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Jérôme, merci à vous également. Contraste est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio. Buona settimana, buonasera a tutti. On ne bouge pas.